Et notre dernière chronique de l'émission va porter sur les aspects juridiques et légaux d'une transaction immobilière. On va aborder le rôle juridique du courtier dans l'accompagnement des futurs acheteurs, mais aussi des vendeurs. Hein. C'est important parce que les deux sont liés avec les procédures qui s'y rattachent. Pour en parler, on reçoit Maître Catherine Bérard, qui est avocate chez Remax Québec. Maître Bérard, bonjour. Bonjour. Bon. Souvent de fois, on va décider de vendre notre maison par nous-mêmes. Puis là, on s'aperçoit tout à coup, oups là, c'est bien compliqué cette histoire-là. C'est quoi le rôle juridique exactement d'un courtier, là? Principalement, le rôle du courtier, c'est d'accompagner son client dans tous les aspects et toutes les étapes de la transaction immobilière. En fait, il y a 3 étapes. Moi, je divise la transaction immobilière en 3 étapes. La première étape, c'est la rédaction. Le courtier va avoir à rédiger des promesses d'achat, des contre-propositions. Donc, l'acheteur arrive, fait sa promesse d'achat, le courtier va présenter la promesse d'achat au vendeur. Donc là, on s'assure que ça répond aux besoins du vendeur. On peut avoir à faire des contre-propositions, des modifications, des annexes particulières. Donc, le courtier a cette expérience de bien rédiger les clauses, les conditions pour s'assurer que les objectifs des deux clients, autant de l'acheteur que du vendeur, sont pris en considération. Oui, et c'est extrêmement important dans le sens où, parfois, il y a 2 courtiers qui sont mêlés, un par rapport à l'autre, hein, parce que celui qui va présenter l'offre d'achat n'est pas nécessairement le courtier de la personne qui vend non plus. Donc, il faut que tout ce beau monde-là se parle, là, parce que là, ce sont 2 courtiers, ce sont un vendeur et un acheteur. Alors, tout le monde doit être coordonné et bien coordonné. Effectivement. C'est ce qui m'amène à la deuxième étape de la transaction, qui est la négociation. Donc, les parties ont chacun leurs intérêts dans la transaction et les courtiers vont représenter chacun les intérêts de leurs clients. Les courtiers immobiliers sont d'habiles négociateurs. Donc, quels aspects on pense pouvoir négocier? Évidemment, il y a le prix, c'est certain. La date d'occupation, donc à quel moment on veut vendre, comment va se faire la prise de possession. Certains éléments par rapport à l'état du bâtiment. Donc, si on fait une inspection, il y a peut-être des travaux à faire, des travaux, des correctifs à apporter à la propriété. Donc, il faut bien négocier ces aspects-là et bien surtout les mettre par écrit dans les documents pour être certain que les 2 parties sachent sur quelle base ils se sont entendus avant d'accepter et d'être liés par la promesse d'achat. Oui, parce que là, ça devient un contrat. Oui. Et ce contrat-là nous lie. Nous lie, effectivement. Qu'on le veuille ou pas, il nous lie. Oui. Les acheteurs, souvent, ont l'impression que signer une promesse d'achat n'a pas de conséquences juridiques. Par contre, c'est important de le savoir, quand on signe une promesse d'achat, on est lié. On doit par la suite se présenter chez le notaire et si on ne le fait pas, il y a des conséquences légales à ça. Bon, avant, il y avait le fameux dépôt que l'on faisait. Maintenant, ça se fait plus, ça, ou à peu près plus. J'ai entendu dire qu'il n'avait plus du tout. Il me semble que c'était un incitatif, ça, à se présenter. Quand tu as mis 1 000, 2 000, 3 000 $ sur une promesse d'achat, habituellement, tu vas aller un petit peu plus loin. Le fait de ne plus en avoir, est-ce que ça cause un problème en fait, dans la nouvelle loi qui a été adoptée en mai 2010, les courtiers ont maintenant l'obligation de suggérer aux acheteurs de faire un dépôt et aux vendeurs de demander un dépôt de leur acheteur. Ça demeure un acompte. Le Code civil prévoit que c'est un acompte, donc c'est un dépôt qui est remboursable. Par contre, ça démontre quand même le sérieux. Faut savoir que quand on fait affaire avec un courtier immobilier, ce dépôt-là est déposé dans un compte en fidéicommis. Donc, que ça protège le client, autant acheteur que vendeur, que cette somme-là ne sera pas détournée et que s'il y a un problème et que la transaction doit être annulée, on va remettre ce dépôt-là. Mais c'est un incitatif et c'est encouragé, surtout dans les transactions plus importantes là, en termes de dollars, de mettre un dépôt à l'acheteur. Quand j'ai vu ça l'automne dernier, je me suis dit, mais voyons, il me semble que c'est un incitatif à pas aller plus loin si jamais tu cherches une raison parce que là, tu viens de changer d'idée sur la maison, tu en as vu peut-être un autre à peu près au même prix similaire, mais meilleur, à pas poursuivre la négociation. C'est là que le rôle du courtier est important. Il va expliquer à son client acheteur qu'on ne peut pas changer d'idée de cette façon-là et de lui expliquer que sa signature a une valeur légale et qu'il peut y avoir des recours contre lui de la part de l'acheteur. Il faut savoir que quand on se retire d'une transaction, le vendeur, lui,
lui est dans une transaction subséquente et que c'est une chaîne de transactions. Oui. Donc, le courtier, en s'assurant que les clauses sont bien rédigées, que la négociation a bien été faite, que les intérêts des parties ont bien été représentés, bien, les parties vont avoir envie de se présenter chez le notaire parce qu'elles se sentent bien accompagnées. Et ça, c'est la dernière portion du courtier. Oui. Là, parce qu'il faut qu'il soit chez le notaire aussi pour s'assurer que tous les documents légaux soient corrects. Exactement. Donc, le courtier va avoir fait une vérification importante de tous les documents qui peuvent être liés à la propriété, les titres de propriété, le certificat de localisation, s'assurer des règlements municipaux pour l'usage qu'on veut faire de la propriété. Est-ce que c'est commercial? Est-ce que c'est résidentiel? Etc. Et quand on arrive chez le notaire, il rédige son acte de vente à partir de la promesse d'achat et des contrats qui ont été négociés par les courtiers immobiliers. Donc, c'est important. Oui, cet avant-contrat-là fait partie du contrat final et on lie les parties avec ça et le transfert de propriété se passe à ce moment-là. C'est sûr que le courtier a avantage de se présenter chez le notaire parce que c'est là aussi qu'il va se faire payer à la toute fin. C'est effectivement à ce moment-là que le courtier reçoit sa rétribution parce qu'on s'assure que la transaction a vraiment lieu et peut effectivement avoir lieu. Quels sont nos recours si jamais il y a une erreur? Parce que ça peut arriver à une erreur. On est des humains, tout le monde, là. Quels sont nos recours pour se protéger d'une erreur qu'un courtier aurait pu commettre parce que a fait une erreur de rédaction, par exemple, dans la promesse d'achat ou dans la promesse de vente? Bien, le courtier immobilier est protégé par une assurance responsabilité professionnelle, au même titre que tous les professionnels, comme les avocats. Donc, il y a cette assurance responsabilité-là qui le protège. La plupart des recours après une transaction concernent souvent les vices cachés. Donc, c'est un recours vraiment entre un acheteur et un vendeur, dans lequel le courtier va accompagner le client. Donc, lui dire... non, on n'a pas eu cette information-là. C'était pas un problème qui existait au moment de la vente. Donc, oui ou non, c'est réellement un vice caché. Donc, va référer son client vers les bonnes ressources, même s'il ne peut pas l'accompagner dans la solution. Bon, alors, de toute façon, son travail n'est pas nécessairement terminé au moment où il passe chez le notaire, mais après aussi, ça peut arriver qu'on ait besoin de lui. Oui. Maître Bédard, merci beaucoup encore une fois. Maître Catherine Bérard, merci à vous. À plus tard.